Nobara Kugizaki va faire son retour imminent et fracassant avec de nouveaux pouvoirs incroyables. Il se peut même que ça soit la remplaçante de Gojo. Salut à tous, c'est Olix, j'espère que vous allez bien parce qu'il est temps de parler du retour de l'un des personnages les plus connus de la série Jujutsu Kaisen, Nobara Kugizaki. Allons-y. Donc comme nous le savons déjà, le corps de Nobara est gardé en son état par la technique d'Arata Nita qui empêche la décomposition des corps. Elle n'est pas revenue depuis et il est très probable qu'elle soit morte puisqu'elle ne respirait plus. Entre temps, on a seulement eu la réaction de Megumi qui fut du regard lorsqu'elle est désignée par Yuji. Nobara est maintenant absente depuis plus de la moitié de l'œuvre et imaginer son retour est difficile, surtout au vu de l'avancement actuel du manga. Et pourtant, je vais expliquer pourquoi, comment et avec quel pouvoir Nobara pourrait revenir. Mais comment est-il possible de savoir ce qu'il adviendra d'elle avec si peu d'informations? Eh bien c'est grâce aux différents symbolismes et inspirations du personnage de Nobara qu'il est possible de déduire tout cela. On va commencer par montrer pourquoi le retour de Nobara serait intéressant dans la symbolique du remplacement de Gojo Satoru qui s'applique à tous ses élèves. On abordera ensuite comment Nobara pourrait revenir et quels seraient ses nouveaux pouvoirs. Commençons. Jujutsu Kaisen est très inspiré du bouddhisme et les trois époques importantes du manga représentent les trois âges du Dharma. L'époque d'Eian est donc l'ancien âge du Dharma, âge où les enseignements originaux qui sont la société d'exorcisme et les trois clans sont établis. Ensuite, la période d'Edo est l'âge moyen où ces grands clans réapparaissent sous leur forme la plus aboutie. Les utilisateurs du sixième œil et des 10 ombres s'affrontent alors à armes égales. Enfin, la période moderne est le dernier âge, celui où tout s'écroule. Cet âge est celui où le Bouddha actuel, représenté dans la série par Satoru Gojo, est remplacé par un autre, Maitreya, le Bouddha du futur. Ce changement est représenté dès le début de l'œuvre où Gojo conclut que certains de ses élèves ont le potentiel de l'égaler avec le temps. Dans certaines histoires, l'avènement de Maitreya est même censé libérer un âge d'or. On peut donc se demander qui représentera Maitreya en tant que remplaçant de Gojo Satoru et précurseur du nouvel âge d'or de l'exorcisme. Et il y a plusieurs contendants à ce titre, mais voici les deux candidats les plus probables. Le premier est la renaissance de Gojo lui-même. Certains prétendent que c'est le Bouddha qui renaît avec Maitreya lors d'une nouvelle vie, comme le veut le cycle de renaissance. J'ai d'ailleurs parlé de son retour dans cette vidéo. On dit également que Maitreya apparaît pas sous sa forme de Bouddha pleinement évolué, mais sous la forme d'une personne d'allure royale, très belle et plus grande que ceux qui l'entourent, et qu'il obtiendra l'illumination bouddhiste en un seul jour. Mais, en imaginant que Gojo ne revienne pas, beaucoup d'élèves pourraient représenter Maitreya, surtout qu'il est dit que celui-ci apparaît souvent dans la littérature bouddhiste comme un simple membre des acteurs secondaires. Malgré ça, Yuji Itadori est aussi l'un des candidats probables à ce poste, puisqu'en plus d'être le personnage principal, Maitreya est dérivé du mot sanskrit qui signifie amitié, non relié à Yuji qui a pour mission de mourir entouré d'amis. Un autre nom de Maitreya est Ajita, signifiant l'indomptable ou l'invincible. Cela pourrait représenter Sukuna qui partageait le corps de Yuji, puisqu'il est le seul personnage à n'avoir aucune défaite au combat. Par conséquent, depuis que Sukuna a pris la possession du corps de Megumi, cet argument marche aussi avec lui. Pour remplacer Gojo, il faut atteindre l'illumination bouddhiste. Le nom Satoru est même un dérivé de cet éveil. Et pour atteindre l'éveil, Gojo a dû se retrouver aux portes de la mort avant de comprendre le cœur de l'énergie occulte, ce qui signifie que l'atteinte de l'éveil passe par ce genre d'événement. Et en analysant, presque tous les élèves ont été transportés, transformés, mutilés ou vaincus d'une manière qui a traumatisé leur corps ou leur esprit. Tous sauf Nobara. Yuji est mort 2 fois. Megumi serait sûrement mort si Sukuna ne l'avait pas sauvé à Shibuya. Il a ensuite dû tuer sa sœur et sa figure paternelle à travers le roi des fléaux et maintenant il est proche du retour comme on l'a vu dans le dernier chapitre. Maki a perdu sa sœur qu'elle considérait comme son cœur, Inumaki a perdu son bras, Panda a perdu sa famille et une bonne partie de son corps face à Kashimo, et pour Yuta et Akari, c'est plus dur à dire car on les a moins vus. Mais si Nobara revient, cette mort, la perte de son œil et de son beau visage qu'elle adorait tant sera la contrepartie de son éveil. Nobara aurait donc pu être ressuscité et caché à l'image de la disparition de Yuji lors de la naissance de la matrice jusqu'au tournoi interlycée. Il ne faut pas oublier que Shibuya s'est passé il y a moins de 2 mois dans le manga et vu les dommages, tout comme pour Todo, revenir aussi rapidement est quasiment impossible. Encore une fois, Yuji et Megumi qui forment un trio avec Nobara ont quelque chose qu'elle n'a pas eu, une connexion importante avec le passé qui leur a permis de survivre. Je m'explique. Yuji a été sauvé de la mort à plusieurs reprises parce qu'il est le fils de Kenjaku et le réceptacle de Sukuna. Megumi est également sauvé à 2 reprises lors de l'arc Shibuya grâce à la dernière volonté de son père, puis grâce à l'adoration de Sukuna. Mais Nobara, elle, n'a rien eu. Mais c'est peut-être le moment. En effet, l'apparition de sa grand-mère qui lui a appris l'exorcisme pourrait être la clé de son sauvetage.
Et voilà donc pour le symbolisme que le retour de Nobara pourrait ramener. Maintenant, au niveau de l'impact sur l'histoire, c'est plus compliqué. Il ne reste plus que 2 ennemis majeurs à abattre, Sukuna qui est actuellement en train de se battre contre les personnages principaux, donc à part avec une entrée magistrale pour sauver les autres, c'est compliqué d'envisager une arrivée de Nobara contre Sukuna. Par conséquent, son retour dépendra complètement de la fusion entre Tengen et la population japonaise. C'est possible que Nobara soit le point faible de celle-ci avec des attaques qui viseraient l'âme des civils utilisés. Et c'est sûrement le seul moyen pouvant rendre son retour impactant narrativement. Pour revenir au remplacement de Gojo par la métaphore de Maitreya, voici quelques indices du manga montrant que Nobara pourrait être la relève de Gojo. Tout d'abord, le positionnement des 2 personnages est intéressant sur cette image. Le jeune personnage se trouve placé de la même manière et en dessous du modèle plus âgé ou de l'inspiration qu'il est censé incarner dans le futur. En général, ils ont des expressions ou des poses assez similaires. Plusieurs exemples de ça sont Gurren Lagann, Naruto et My Hero Academia. Ensuite, sur cette image, nous voyons Gojo libérer le siège et Nobara s'y installer à sa place. S'asseoir sur la chaise de quelqu'un peut signifier le fait d'hériter du rôle et des responsabilités de cette personne, un peu comme un trône pour un roi. La façon dont Itadori se montre du doigt exprime qu'habituellement, dans un shonen, le rôle du plus fort est censé passer au protagoniste. Mais ça ne sera peut-être pas le cas dans Jujutsu Kaisen. Par ailleurs, cette scène se trouve dans le chapitre appelé l'avenir. Cette couverture serait donc l'expression du futur où Nobara remplace Gojo en tant que meilleur exorciste. Et pour finir sur ce sujet, Gojo, le plus fort, a lui-même dit « Je suis Kugisaki Nobara ». Et ce n'est sûrement pas un hasard. Enfin bref, il est temps de répondre à la question fatidique. Comment Nobara pourrait revenir après ce qui lui est arrivé lors de l'incident de Shibuya? Eh bien, la méthode la plus typique serait un retour grâce à l'apprentissage du sort d'inversion, comme Gojo dans l'arc mort prématuré. Cette possibilité est renforcée par le fait que Nobara a cherché à comprendre le cœur de l'énergie occulte quelque temps avant sa mort, et c'est en comprenant cela que Gojo est revenu. Maintenant, le problème est qu'un tel retour pour Nobara serait redondant et peu original. Voici un autre moyen, plus élaboré, permettant le retour de Nobara basé sur des suppositions et sur l'inspiration du personnage. Tout d'abord, on sait qu'il y a 2 moyens permettant aux exorcistes de revenir d'entre les morts. Le premier est d'être tué d'une façon qui n'implique pas d'énergie occulte, et le deuxième est le suicide. Si nous divisons ces 2 options en 2 chemins différents, le premier étant un retour en tant qu'humain et le deuxième un retour en tant que fléau, on a déjà eu droit à 3/4 des options dans le manga. Yuji qui a choisi de mourir et donc Sukuna l'a ressuscité toujours en tant qu'humain car sa mort comptait en tant que suicide. Gojo qui est tué sans énergie occulte par Toji et qui peut donc se ressusciter. Naoya qui est tué par Maki et sa mère sans énergie occulte et donc une coquille de lui-même est laissée derrière lui en tant que fléau. La dernière option manquante est le retour en tant qu'esprit par le biais d'un suicide. Et il est possible que Nobara se soit suicidé en connaissance de cause avant d'être tué par l'altération absolue. La théorie est appuyée par le fait que Nobara semble tenir un objet qui semble être son marteau juste avant de mourir. Et au moment de sa mort, on voit ce qui ressemble à un impact. J'ai remarqué un autre détail pouvant confirmer son suicide dans un flashback juste avant sa mort. Nobara y fait tomber du café sur la partie gauche de la chemise de Gojo, et on peut voir un impact similaire à celui de sa mort lorsqu'elle fait tomber la tasse. Ensuite, comme par hasard, c'est aussi la partie gauche du visage de Nobara qui a été touchée. En réalité, c'est loin d'être un hasard. La chemise représente Nobara et le fait qu'elle ait fait tomber du café dessus représente son suicide. Elle demande ensuite qui est le fautif entre Ichiji qui leur a confié la chemise et elle qui l'a salie. Cela signifie en réalité la question de savoir qui est le fautif entre Nobara qui n'a pas fait attention puis qui s'est suicidé ou Mahito qui l'a attaqué. En plus, elle compare la tache à un motif de fleur et son nom signifie rose sauvage. Elle a aussi eu un motif de fleur sur la partie gauche de son visage dans son combat face au fœtus des 9 faces. On sait aussi que Nobara est capable de se faire du mal grâce à ce combat où elle enfonce des clous dans son bras. Et paradoxalement, c'est possiblement ce choix du suicide qui lui permettra de revivre. Mais il faut maintenant savoir de quelle façon concrète pourrait-elle revenir. Nobara est morte quelque temps avant l'heure du bœuf qui est la double heure de 1 à 3 heures du matin. C'est le moment où la frontière entre le monde normal et le monde des morts est la plus faible. Et c'est à cette heure que se pratique un rituel connu du folklore japonais, l'Ushi no Toki Maeri, qui est l'inspiration du sort de Nobara. Cela désigne un procédé de malédiction traditionnel au Japon, où le praticien, généralement une femme vêtue de blanc et couronnée d'un anneau fixé de fer avec 3 bougies verticales allumées, enfonce des clous à l'aide d'un marteau dans l'arbre sacré d'un sanctuaire Shinto. Les clous sont enfoncés dans une effigie en paille empalée sur l'arbre et représentant la victime. Le rituel doit être répété 7 jours de suite pour que la malédiction réussisse. Et s'il y a des témoins, ils doivent être tués immédiatement, sinon la malédiction rejaillira sur le lanceur de sort.
mort. Comme on le devine, l'utilisation d'un marteau, de clous et d'une poupée en paille fait penser à la technique de Nobara. Le rituel doit être fait sur un arbre Goshinboku, le plus connu se trouvant à Kyoto. Une fois celui-ci achevé, quelque chose de terrible se produit. Selon certains récits, la victime de la malédiction meurt dans d'atroces souffrances. Dans d'autres, l'ensemble du processus est une torture pour la victime, qui souffre pendant les jours durant l'exécution de la malédiction. Dans certaines histoires, la malédiction invoque des yokai qui hantent la victime, et dans d'autres, la personne qui accomplit le rituel se transforme en puissant ogre ou démon. Donc, comme on peut le voir, les résultats du rituel dépendent beaucoup du but de la personne qui le pratique. Et le cas le plus connu de cette pratique est le mythe d'Ashishime. Dans celui-ci, une femme prie les dieux de se venger d'un ancien amant pendant 7 jours au cours de l'heure du bœuf, jusqu'à ce que les dieux lui accordent un pouvoir. Ils lui disent de s'immerger dans l'eau pendant 21 jours et elle deviendra un démon. Maintenant, pour connecter cette pratique à Nobara, on sait que sa grand-mère utilise le sort de la poupée de paille, mais sûrement à un meilleur niveau, puisqu'elle est plus expérimentée. Elle connaît donc sûrement Lushino Toki Maeri, et compte l'utiliser pour ressusciter sa petite fille en la maudissant à partager son corps et plus précisément la moitié de son visage qu'elle a perdu, avec un fléau ou un esprit invoqué par le rituel. Nobara devra donc endurer d'être entre la vie et la mort pendant 7 jours avant de se faire posséder par un fléau ou un esprit qui la sauvera en se régénérant et en partageant sa conscience. Après cela, elle devra survivre pendant 21 jours dans la traque mortelle pour maîtriser ses nouveaux pouvoirs et son partage d'âme avec le fléau ou esprit. Cela ferait le parallèle avec les 21 jours dans l'eau d'Ashishime, puisque le nom original de la traque mortelle est une référence à une migration des créatures aquatiques de la côte de l'océan Pacifique japonais jusqu'à la mer du Nord japonaise. C'est d'ailleurs pour ça que les joueurs de la traque sont initialement nommés nageurs. Il est aussi possible que le rituel soit pratiqué par Fumi, l'amie d'enfance de Nobara, car lors du passé de celle-ci, Nobara tresse les cheveux de Fumi d'une manière rappelant les 3 bougies nécessaires au rituel. Foreshadowing illustrant Fumi sauvant Nobara grâce à cette pratique. Bref. En sachant que Yorozu a créé la règle permettant aux joueurs de la traque mortelle de changer de colonie le 16 novembre, le temps que Nobara soit récupérée, que le rituel se fasse et qu'elle passe 21 jours à survivre dans la traque mortelle, on arrive au 14 décembre. On est actuellement le 24 décembre dans le manga. Si la théorie s'avère vraie, la seule question est de savoir pourquoi Nobara n'est pas encore revenue et qu'a-t-elle fait pendant ces 10 jours. Je sais qu'il est possible de voir le nom des joueurs de la traque grâce à une règle que Kashimo a ajoutée, mais c'est rangé en fonction du nombre de points et Nobara n'en a sûrement pas beaucoup puisque contrairement à Kashimo ou d'autres, elle ne cherche pas à tuer. Il est possible que Nobara ait participé à la traque mortelle dans la zone de son village qui pourrait se trouver au nord de la préfecture d'Aomori. Je dis ça parce qu'on sait que Nobara vient de la région de Tohoku et l'image de son village ressemble au paysage de la préfecture et en sachant qu'elle a mis 4 heures pour arriver à Morioka, c'est très probable qu'elle habite effectivement au nord de la préfecture d'Aomori. Ce lieu est très important car il pourrait nous permettre d'en savoir plus sur les futurs pouvoirs de Nobara. En effet, la préfecture d'Aomori est associée au folklore des femmes médiums spirituelles nommées Itako. Les Itako sont connues pour appeler les morts par la possession de leur corps. L'une des caractéristiques de ces médiums est qu'elles sont généralement aveugles. Ces chamans sont divisés en 2 rôles, les Ogami-sama et les Kami-sama. L'auteur sait déjà cela puisqu'il a utilisé l'un de ses rôles pour Ogami, personnage qui a permis de ramener Toji par ses incantations. Il n'a donc pas encore utilisé les Kami-sama, mais c'est ce qu'il pourrait faire avec Nobara. Alors que les Ogami-sama sont aveugles par règle et gèrent l'invocation des morts, les Kami-sama ont généralement une vision normale et elles font de l'exorcisme. Contrairement aux Ogami-sama qui subissent un entraînement spécifique, les Kami-sama n'ont pas choisi de l'être. Elles le deviennent généralement après un événement traumatisant, représentant donc la perte de son œil et son état mourant pour Nobara. Les Kami-sama se font initialement posséder après l'événement traumatisant et sans l'avoir choisi. Cette possession est parfois nommée guérison magique par la foi et l'exorcisme, ce qui coïncide parfaitement avec le retour de Nobara par possession. Les nouveaux pouvoirs de Nobara Kugisaki pourraient donc être liés à la possession de son esprit par plusieurs féos et divinités. Il est possible qu'elle puisse changer de possesseur selon les situations, mais il est aussi possible qu'elle soit possédée par un unique esprit. Cela pourrait lui permettre de gagner le sort d'inversion si elle est possédée par un fléau, comme dit précédemment, puisque ceux-ci peuvent se soigner. Elle serait aussi immunisée aux capacités touchant l'âme, telles que l'altération absolue, comme Yuji l'était lorsque Sukuna possédait son corps. Elle aura encore sa technique initiale, mais celle-ci serait améliorée par sa connaissance du cœur de l'énergie occulte et par le sort d'inversion qui pourrait lui permettre de soigner plutôt que de blesser avec sa poupée de paille,
si elle le veut. Elle pourrait aussi maîtriser de nouveaux sorts et rituels basés sur l'expérience de sa grand-mère. La dernière question à se poser est: quel fléau ou esprit pourrait posséder Nobara? La première option est ce fléau champignon bizarre, car Nobara lui a juré de se souvenir de sa tête et de le maudire. Ça serait finalement ironique que ce soit à ce fléau de la maudire en la possédant et en devenant une partie de la tête de Nobara, ce qui lui permettra effectivement de se souvenir de sa face éternellement. Ensuite, l'empereur Sutoku, l'un des 3 grands esprits vengeurs du manga, pourrait la posséder. Il y a une théorie disant que les 3 esprits vengeurs seront ramenés au travers des 3 personnages principaux. Megumi aurait ramené Taira no Masakado, dont Makora est une incarnation selon une théorie dont je ne parlerai pas pour l'instant puisque ce n'est pas le sujet. Pour Yuji, il ramènerait Sugawara no Michizane selon l'inspiration de son nom, et donc Nobara pourrait ramener Sutoku par la possession. Cela serait aussi ironique car contrairement à Nobara qui a quitté son village car elle ne l'aimait pas, Sutoku en a été exilé. Il est dit que Sutoku est devenu un Tengu après sa mort. En partageant son visage avec Nobara, celle-ci pourrait réellement ressembler à une sorcière, tout comme ce dont Yuji l'avait qualifié au début de l'œuvre. Ils partageraient donc leur pouvoir, ce qui permettrait à Nobara d'être la digne remplaçante de Gojo. Ça ferait aussi écho à Lushinotoku Maeri et l'histoire d'Ashishime, qui sont liés à la vengeance tout comme Sutoku. Il est aussi tout simplement possible que Nobara se fasse posséder par un fléau ogre, comme l'histoire d'Ashishime le suggère. Dernière option, la possession des Kami-sama est souvent décrite comme celle de la divinité Fudomyo, même si ça a très peu de chances d'arriver selon moi. Il est possible que Nobara se fasse posséder par l'esprit de Gojo, qui a choisi d'aller au nord dans le chapitre 236, le nord étant Aomori. Ils partageraient donc leur esprit et cela expliquerait le foreshadowing de Gojo disant qu'il est Kurizaki Nobara. Voici les ressemblances entre Gojo et Fudomyo. Sa main droite est terrifiante et tient une épée, sa main gauche tient un nœud. Cela pourrait représenter la lance céleste et la corde noire, 2 armes détruites par Gojo. Maintenant, voici la description de Fudomyo correspondant à Gojo. Il fait des gestes menaçants avec son index, il se mord la lèvre inférieure, donne des coups de pied avec son pied droit pendant que sa jambe gauche est au sol, les yeux plissés, il inspire la peur, il fait un geste menaçant vers la terre et est de couleur bleue. Il semble avoir 16 ans, lui le plus puissant. Comme vous pouvez le voir, Gojo est associé à Fudomyo, qui pourrait être associé au retour de Nobara. Ce qui expliquerait aussi le fait qu'elle ne soit pas revenue avant, puisque Gojo n'était pas encore mort et elle n'avait donc pas encore trouvé de possesseur. Pour finir avec ce moyen de résurrection, la plupart des thèmes de Nobara pourraient donc donner un contraste parfait avec un retour, puisqu'une moitié de face transformée fait écho à la discussion entre Momo et Nobara qu'elles ont eu pendant leur combat, autour des femmes cicatrisées qui ne sont pas vues de la même manière que les hommes. Ensuite, Nobara a toujours été fière de sa beauté, et si sa face devient moitié fléau, elle perdra cette fierté. Pareil si elle devient moitié Tengu, mais si c'est Gojo qui la possède, elle la gardera. Nobara pourrait aussi finalement revenir d'une manière complètement différente. Je m'explique. Son retour pourrait être lié à la technique de Yaga qui permet de mettre une âme dans un objet pour qu'il prenne vie. En effet, avant de mourir, Yaga a donné le secret de sa technique à Gakuganji qui est très lié au haut placé. On sait aussi que Nobara est une des élèves favorites de ces hauts placés grâce à sa technique conventionnelle et simple. Il est donc possible qu'ils aient utilisé ce sort pour transférer son âme dans un objet comme Panda. Cela pourrait être renforcé par le fait que Nobara soit étrangement lié à Panda. Sur la couverture du chapitre 38, elle porte un pull à son effigie. Panda est aussi visible sur sa tasse, et ils se sont entraînés et battus ensemble durant le tournoi face aux élèves de Kyoto. Et voilà, j'ai enfin tout dit. Alors, finalement, pensez-vous que Nobara va revenir ? Si oui, cela serait par le sort d'inversion, par le rituel de Lushino Tokimaeri ou par la technique de Yaga. Et si vous pensez qu'elle reviendrait par le rituel de Lushino Tokimaeri, par quoi pensez-vous que Nobara serait possédée ? Je vous laisse répondre à tout ça en commentaire. Sinon, personnellement, j'ai énormément bossé pour cette vidéo, donc si vous l'avez aimé, likez, abonnez-vous, mettez la cloche et partagez-la. Vous pouvez aussi vous abonner à mes différents réseaux. J'ai d'ailleurs créé sur Reddit un personnage de Hunter x Hunter, membre de la Brigade Fantôme. Je mets le lien en commentaire, n'hésitez pas à upvote le post si vous aimez le personnage. Et sur ce, salut à tous.